Bonjour à tous, bienvenue, on va peut-être attendre encore quelques instants et puis après on va démarrer. Bien, écoutez, il est 13h01, donc on va démarrer. D'abord, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Philippe Silberzan, je suis professeur à EM Lyon Business School et donc je suis très heureux de vous accueillir dans cette édition. Alors, je vous rappelle que c'est une série en fait de webinaires par certains des professeurs de l'école. Donc, c'est le 5e webinaire d'une série de 10. Hier, certains d'entre vous ont pu écouter Julie Fabry, qui a parlé d'intelligence collective, d'agir ensemble. Et demain, vous aurez Simon Chadwick qui parlera des changements dans le monde du sport, donc des sujets vraiment très, très différents, très variés, mais qui ont tous, en fait, en commun cette idée d'un monde qui change, avec ou à cause de la Covid, comme on dit désormais, mais pas que. Donc, on est autour de cette idée de changement, de rupture, de transformation, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est toujours évidemment dans cet esprit. Donc, parler de ce qu'on vit avec la crise, alors du point de vue des organisations, du point de vue en particulier des entreprises, mais pas seulement des entreprises, avec cette idée que la crise a apporté un choc considérable, mais que la question qui se pose, c'est comment repartir. Alors, de façon un petit peu optimiste, j'ai noté repartir après la crise. Évidemment, on n'est pas encore vraiment après la crise, on est après, on va dire, le choc de mars-avril, mais on n'est pas évidemment encore après la crise. En tout cas, la question se pose de repartir après ce choc. Et on voit que c'est difficile. Donc, ce que j'aimerais, c'est essayer de montrer pourquoi c'est difficile et de ce qu'on peut faire. Donc, je vais vous parler de modèles mentaux. Modèles mentaux, donc c'est un concept qui est très ancien en fait, en psychologie, en économie, dans d'autres sujets, qui a été relativement peu mobilisé dans le champ du management. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'ouvrage que dont vous pouvez apercevoir la couverture, que j'ai coécrit avec Béatrice Rousset, avec laquelle je travaille sur ces questions depuis plusieurs années, à la fois en recherche mais aussi aux côtés des entreprises. Et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est partager avec vous un certain nombre de choses que j'ai pu observer, à la fois de résultats de recherche, mais peut-être surtout de travail aux côtés des organisations qui ont vécu, comme vous, évidemment, ces derniers mois, une situation assez exceptionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mental? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est pertinent dans la situation très incertaine qu'on vit aujourd'hui? Et surtout, comment utiliser cette notion de modèle mental concrètement dans la prise de décision? Et on essaiera de le voir au travers de quelques exemples. Le format, alors moi je suis professeur, je peux parler pendant des heures, mais je crois que l'idée c'est que je vous donne un certain nombre d'éléments, mais qu'on échange aussi. Donc moi j'ai prévu beaucoup de temps pour les échanges questions-réponses. Je crois que c'est surtout intéressant d'essayer de répondre aux questions que vous avez et puis peut-être de relier mon propos à certaines de situations que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que ça a déjà commencé sur le chat participant. Donc, s'il y en a trop, je suis fort bien assisté de collègues qui essaieront de piocher certaines des questions. Sinon, j'aurais du mal, mais on va s'en sortir. Donc, posez des questions. Vous pouvez commencer et le faire au fur et à mesure du propos. J'essaierai de faire des petites pauses pour qu'on puisse vraiment échanger. Et donc avoir une séance assez intéressante. En termes de timing, pas de surprise, donc présentation d'une 20-25 minutes maximum, j'espère. Et après, ça nous laisse une quarantaine, 35 minutes de questions-réponses, d'échanges et de partage.
Alors, sans plus attendre, rentrons donc dans le vif du sujet. On vit une période d'incertitude, ça je crois que c'est vraiment le mot à la mode, on en parle beaucoup. Et ce choc d'incertitude qui a commencé en février, on va dire, poursuit ses effets. On est toujours dans une situation très largement incertaine, puisque après la première vague a succédé la seconde vague, et on voit bien qu'on a des situations dans lesquelles un choc sanitaire, au début purement sanitaire, a ensuite des implications sociales, économiques, voire politiques, voire géopolitiques, alors, qui est le propre de ces situations inédites. Alors, ce que j'ai voulu indiquer ici, et ça c'est assez important, c'est que le mot incertitude est employé un petit peu à toutes les sauces. Ça sert en gros à décrire, dès qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, on dit oh là là, c'est de l'incertitude. Donc, ce qui est important, c'est de distinguer le risque de l'incertitude et de le faire parce que ça a vraiment des implications très concrètes. Le risque, ça dénote des situations qu'on connaît déjà, des choses qui sont un peu récurrentes, qui se répètent de façon régulière. Donc, moi, dans le contexte actuel, j'ai donné l'exemple de la grippe. La grippe, c'est une maladie qui a un impact réel, puisque ça tue environ 15 000 personnes par an en France, ce qui est quand même énorme. Mais c'est quelque chose qui se répète, pour lequel on a un vaccin chaque année qui marche plus ou moins bien, mais enfin qui nous permet de garder la grippe à peu près sous contrôle. Donc là, on va être dans le domaine du risque, c'est-à-dire de quelque chose dont l'impact est relativement calculable, parce qu'on dispose d'un historique. Et sur la base de cet historique, on peut faire des probabilités et donc fonctionner un petit peu comme le métier de l'assurance qui, quand vous achetez une voiture, est capable de savoir si votre modèle de voiture est volé et si oui, à quel pourcentage, et ça leur donne une probabilité que votre voiture soit volée. Donc là, pour tout ce qui concerne le risque, c'est-à-dire des événements qui se répètent, des événements connus approximativement, il n'y a jamais deux épidémies de grippe qui sont exactement les mêmes, mais elles sont quand même relativement proches, on va pouvoir disposer de modèles, et notamment de modèles historiques, de modèles statistiques, pour calculer des probabilités et puis gérer à peu près bien dans une optique un peu de prédiction. Si ça tue en moyenne 15 000 personnes par an, on est à peu près certain que la prochaine grippe devrait être dans cet ordre de grandeur. Alors, on est bien d'accord que ça fait 15 000 personnes de trop, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on est dans des choses relativement connues. Pour ce qui concerne l'incertitude, c'est le contraire. L'incertitude, c'est lié à des événements inédits, plus ou moins inédits, mais enfin assez largement inédits. Et donc, c'est le cas de notre camarade Covid-19. Donc, inédit, ça veut dire quoi? Donc, inédit, c'est qui n'a jamais été décrit. Il n'y aura jamais deux fois la même épidémie de Covid-19, même si, par ailleurs, il y a déjà eu, puisque les épidémies de coronavirus ne sont pas nouvelles. On en a eu, il y a eu, souvenez-vous, SARS en 2003, H1N1 en 2009-2010, Ebola en Afrique ces dernières années, qui sont des coronavirus, n'ont pas eu du tout le même impact, les mêmes modes les mêmes modalités de diffusion, si je simplifie un peu l'extrême. Donc, on est là face à quelque chose qui est unique dans la forme que ça prend. C'est une pandémie et pas une épidémie locale, etc. Et donc, l'incertitude qui est générée par des événements nouveaux, elle remet en cause les modèles existants. Alors, quel modèle existant? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette idée que on a des statistiques sur le passé, on a une connaissance de ce qui s'est produit, etc. Et sur cette base, on peut anticiper ce qui va se passer. Eh bien, l'incertitude, comme elle est générée par un événement presque entièrement nouveau, ou largement nouveau, eh bien, on ne dispose pas de modèle historique. Et ce qui a marché dans des cas anciens ou précédents ne va pas forcément marcher on a vu à plein d'égards dans le coronavirus, mais surtout, ce qu'on a vu, c'est une confusion, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vous souvenez peut-être qu'en février, certains médecins, le docteur Eric Combe notamment, qui est un responsable à la Pitié-Salpêtrière, je crois, disait
si vous ne vous inquiétez pas de la grippe, ne vous inquiétez pas du coronavirus parce que ça n'est qu'une mauvaise grippe et donc c'est la même chose. Et là, il y a une confusion en fait qui a été faite par un expert entre quelque chose qu'on connaissait et quelque chose qui était nouveau. Et comme c'était nouveau, il était extrêmement difficile, et je pense impossible, de prévoir la forme que ça allait prendre. Et l'avenir a confirmé ça, hein, puisque même encore aujourd'hui, on a encore des désaccords entre les experts sur beaucoup d'aspects du coronavirus, même si on en sait beaucoup plus qu'en février, on a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, cette incertitude, elle existe toujours sur le plan sanitaire, mais elle s'est déplacée ou elle s'est étendue au contexte, évidemment, je crois qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, au contexte social, au contexte économique, individuel et collectif. Voilà, donc c'est cette idée que dans des situations incertaines comme celle qu'on vit en ce moment, et je crois qu'on est parti pour pas mal de temps dans cette situation-là, les modèles sur lesquels on a basé notre façon de représenter le monde, les choses qu'on savait ou qu'on croyait savoir, eh bien ces modèles sur lesquels on s'est appuyé sont remis en question, deviennent parfois faux, obsolètes en tout cas. Et ça, c'est vraiment, alors pour employer un anglicisme, c'est vraiment disruptif, hein, c'est-à-dire que ça mine non seulement notre processus de décision, encore une fois individuel et collectif, national, mais ça mine aussi éventuellement notre identité. Donc cette incertitude-là qui est générée ou qui accompagne un événement inédit, partiellement ou totalement inédit, a un impact parce qu'elle remet en cause ces modèles sur lesquels on s'appuie pour décider. Alors, face à ça, vous avez, je pense, observé hein, les réactions, vous les avez sûrement vous-même vécues. On a eu un petit peu deux types de réactions. Alors, je vais surtout parler des entreprises, mais évidemment, c'est vrai souvent au niveau des individus, nous-mêmes. On a eu une première période qui, pour certains, a été assez longue de sidération. Donc moi, j'ai eu des chefs d'entreprise qui, alors je leur disais, mais alors comment ça se passe pour vous sur le plan du fonctionnement de l'entreprise? Moi, j'ai plein de commandes, mais par contre, j'ai des collaborateurs qui sont tétanisés par ce qui se passe. Donc c'est très bien décrit en psychologie, je ne vais pas m'étendre, mais on a un événement qui a été tellement brutal qu'on a eu des phénomènes de sidération. Donc les gens se sont retrouvés paralysés par quelque chose qui tout d'un coup leur est tombé dessus avec de la peur, mais surtout une incapacité à savoir quoi faire. Et dans certaines organisations, cette sidération a duré assez longtemps hein, et a posé de vrais problèmes, alors évidemment individuels et psychologiques, mais aussi évidemment dans le fonctionnement des organisations. Ça, je pense que ça a été pas mal décrit. Ce qui a peut-être été moins décrit, et en tout cas que moi j'ai beaucoup observé dans les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on a des organisations qui, face à l'épreuve, se sont révélées extrêmement performantes, qui ont été capables, parfois en quelques heures ou quelques jours, de se remettre sur pied, de relancer de la production, des livraisons, de réorganiser des choses. Et on a eu des comportements dans lesquels les mots que moi j'entendais, c'était galvaniser, c'était exaltation. Faut quand même le prononcer, le mot d'exaltation dans une épidémie qui met en danger une partie de la population. Et donc, cette espèce de situation dans laquelle, malgré la difficulté de la situation, y compris avec des situations personnelles difficiles, eh bien, on avait des entreprises qui se sont hissées, en fait, à la hauteur de l'événement et qui ont fait des choses parfois extraordinaires. Il y a plein de témoignages, hein, vous l'avez vu aussi, hein. Et donc, on a eu un petit peu ces deux. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, selon moi, c'est la même chose hein, qui se joue ici, c'est-à-dire l'organisation face à la crise va contacter quelque chose qui est en fait son ressort profond, son identité profonde qui va ressortir. Et pour beaucoup d'entre elles, l'identité profonde, c'était leurs origines entrepreneuriales dans lesquelles tout d'un coup, face à la crise, on a fait sauter toutes les procédures, les petits chefs étaient restés chez eux, et donc on a retrouvé, comme au bon vieux temps, le moment où on faisait tout. Moi, j'ai des chefs d'entreprise ou des dirigeants qui se sont retrouvés à charger des palettes dans un entrepôt à 5 heures du matin
Et c'est assez rigolo parce qu'ils me disaient que jamais ils avaient été aussi heureux que depuis qu'ils chargeaient des palettes plutôt que de passer des heures à travailler des dossiers Excel. Donc, il y a ça. Donc, derrière, l'idée, c'est que dans cette crise, les entreprises ont contacté qui elles étaient vraiment. Et ça, c'est important parce que ça va jouer beaucoup dans ce qui se passe après. On a contacté qui on était vraiment et qu'est-ce qu'on fait de ça. Alors, qui on est vraiment, c'est là qu'intervient cette notion de modèle mental. Donc, un modèle mental, c'est quoi? C'est un ensemble, il y a plein de façons de le définir, hein, mais moi, je le définis par un ensemble de croyances partagées. D'accord? C'est-à-dire que je crois des choses sur le monde, vraies ou pas vraies, mais en tout cas, c'est la façon dont je crois que le monde fonctionne. Alors, ça peut être mes clients, ça peut être mes concurrents, ça peut être mon équipe, ça peut être mon manager, etc. Et évidemment, ces croyances forment la base sur laquelle je vais prendre mes décisions. D'accord? Et donc, on voit l'importance de cette notion, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'évidemment, les croyances qu'on a sur le monde sont très fortement remises en question. Or, comme elles forment la base sur laquelle nous prenons nos décisions, eh bien, ça affecte considérablement nos décisions. Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique, qui est une problématique évidemment individuelle, managériale, mais plus généralement stratégique. La base sur laquelle l'entreprise a bâti sa stratégie, a conduit sa stratégie, eh bien, est remise en question aujourd'hui. Donc, ça explique aussi l'incertitude et la difficulté d'agir se retrouve. Alors, Christelle demande à partir de combien de répétitions d'incertitude de même type passe-t-on au risque? Les deux sont-ils imperméables? Alors, j'ai opposé incertitude au risque, c'est évidemment assez schématique, hein. L'incertitude, c'est le domaine dans lequel on ne peut pas faire de statistiques. C'est-à-dire que c'est tellement nouveau que les possibilités sont infinies. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas calculer la probabilité que le Covid ait disparu en juin 2021. Ça n'est pas calculable. Par contre, je peux calculer le nombre de Renault Clio qui ont été volés en France l'année dernière. Et donc, ça me donnera une probabilité que si vous achetez une Clio, vous ayez X% de chance qu'on vous la vole. D'accord? Donc, c'est ça le lien entre les deux. Donc, ce qu'on a en ce moment, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'historique ne nous sert pas vraiment à prévoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les grandes décisions, c'est est-ce qu'on pourra acheter un sapin de Noël? Qui aurait pu penser, il y a quelques mois, que la France se couperait en deux pour savoir si on pouvait manger une bûche de Noël avec papy et mamie, hein? Donc, c'est cette notion d'incertitude qui remet en question les modèles, nos croyances sur lesquels on base nos décisions. Alors, pour vous montrer ce que ça donne et d'où ça vient, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez profond, moi, il y a une image que j'utilise beaucoup, que certains d'entre vous ont peut-être vue, mais qu'est-ce que vous voyez là? On va utiliser le chat, on va voir ceux qui font la sieste. Je reviendrai après sur la différence entre modèles mentaux et stéréotypes. On peut dire que c'est très proche. Un stéréotype, c'est... Vous allez voir, Céline, avec ce dont on va parler juste là. Je pense que ça devrait vous éclairer. Un sourire, des oiseaux, voilà, super. Merci, merci Dorothée, Van. Voilà. En gros, on voit un sourire, on voit aussi des oiseaux, et puis évidemment, pour les plus observateurs tristes d'entre vous, on a des arbres, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment le sourire et les oiseaux. Alors, vous êtes, je l'espère, beaucoup de Franck, Charles, Frédéric, merci à vous. Évidemment, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas de sourire. Hein, c'est le truc ici, hein, c'est qu'il y a des oiseaux, mais il n'y a pas de sourire. Et ce qui se passe ici, c'est que notre cerveau construit une représentation. Et ça nous permet de voir effectivement quelque chose de très important, c'est que nous ne voyons pas avec nos yeux, nous voyons avec notre cerveau. Notre cerveau reçoit des flux transmis par les yeux. Les yeux disent « Tiens, cerveau, voilà ce que j'ai récupéré comme signaux électriques, débrouille-toi ». Et le cerveau doit donner un sens à ce que les yeux voient. Alors ça, c'est une vieille capacité qu'on a acquise il y a des dizaines de milliers d'années, hein, quand on était dans la savane. Il y a un truc qui bougeait au loin et tout de suite, notre cerveau devait décider si c'était ami ou ennemi. Hein, notre survie en dépendait. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Waouh, c'est bien. Plein, Anne-Sophie, Charles, Isabelle. Voilà.
Et donc, il en allait de notre survie d'être capable très vite de mettre ce que nos yeux voient dans une case. Connu, pas connu, danger, pas danger, ça se mange pas, etc., etc., etc. Notre capacité à mettre dans des cases, elle est fondamentale, elle consomme énormément d'énergie, mais elle est nécessaire pour notre survie. Donc, votre cerveau passe beaucoup de temps et consomme beaucoup d'énergie à mettre dans une case ce que vous voyez, d'accord, et vous le faites inconsciemment toute la journée. Hein, vous rencontrez quelqu'un, bah, vous allez dire, oh, sympathique, pas sympathique, ou ah bah oui, je le connais, c'est Dupont. Donc hop, ça va dans la case Dupont. Bah, ah, j'ai vu Dupont aujourd'hui et je sais que je l'aime bien, donc etc. Ou j'ai vu Martin et je sais que je l'aime pas, etc., etc. On fait ça inconsciemment toute la journée. Et donc là, on voit donc avec notre cerveau, on ne voit pas avec nos yeux, et notre cerveau veut et doit absolument donner un sens à ce qu'il voit, parce que sinon, on ne sait pas le gérer. D'accord ? Et donc, quand on va voir quelque chose et qu'on arrive à le mettre dans une case, c'est super, parce que si je vous dis à 14 heures, on a terminé, vous pouvez aller vous faire un café, bah, votre cerveau, il va faire le café quasi automatiquement. Vous n'allez presque pas vous en rendre compte, parce qu'il y a les cases, faire un café, et vous savez à peu près le faire très facilement. La difficulté, évidemment, c'est quand votre cerveau voit quelque chose et qu'il ne trouve pas de case. D'accord ? Alors, on va appeler ça l'innovation, on va appeler ça l'événement inédit, etc. Mais le moment où le cerveau ne trouve pas de case, gros problème, parce que là, c'est la panique. Le cerveau n'est pas capable de donner un sens à ce qu'il voit, et s'il n'est pas capable de donner un sens à ce qu'il voit, il y a une montée d'adrénaline, une inquiétude, parce que vous êtes en danger. Le cerveau ne sait pas gérer la situation parce qu'il n'y a pas de case pour ça. Vous allez devoir créer une case. Et ça, le cerveau déteste ça, parce que créer la case, bah, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut beaucoup d'informations, l'information, elle n'est pas disponible, et c'est ce qu'on est en train de découvrir avec la Covid-19, hein, c'est que la création de la case Covid-19 avec comment ça marche, comment ça se transmet, les enfants, pas les enfants, etc., 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 bah, elle est en cours d'acquisition, et en attendant, on est obligé d'agir alors que la case, elle est très partiellement élaborée, et c'est une situation d'énorme inconfort pour notre cerveau, et donc évidemment pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand j'évoquais tout à l'heure la confusion qu'il y a eu au début entre la Covid et puis la grippe, c'est que notre cerveau, quand il voit quelque chose pour lequel il n'y a pas vraiment de case, il va se dire ouais bon quand même, je vais quand même le forcer dans une case parce que, et donc le cerveau il force un truc dans une case connue même s'il sent bien que ça bouge pas bien, parce que à ce moment-là, une fois que c'est dans la case, il peut se dire ah ça y est. Et donc si au début on se dit ouais mais le coronavirus on sait pas trop, mais en gros c'est comme la grippe, ah ben donc il n'y a plus besoin de s'inquiéter et à ce moment-là on peut continuer. Mais parfois ça marche, mais en l'occurrence là ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'on a forcé quelque chose dans une case qui n'était pas une bonne case et qui nous a fait perdre beaucoup de temps et donc a tué des gens parce qu'on a forcé dans la mauvaise case. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que évidemment la création d'une nouvelle case, qu'on va appeler innovation, mais au sens le plus large, elle est coûteuse en énergie, elle est stressante, elle est inquiétante, parce que justement, tant que la case n'est pas construite, on a beaucoup de mal à agir, parce que l'historique ne nous aide pas beaucoup, et donc on va devoir prendre des décisions, que vous soyez chef d'entreprise, manager, premier ministre ou autre, prendre des décisions sur, déjà pas beaucoup d'informations, mais surtout sur des modèles qui sont peu développés, et malgré ça, il faut décider. Alors, oui, Ivan, effectivement, le café est un élément de survie en télétravail, ça bien sûr, ou le thé. Hein. Je regarde, même si le cerveau a eu le temps d'observer la crise et sa gestion des pays voisins avant qu'il n'arrive chez nous, bah, alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans les modèles mentaux, hein, Franck, c'est-à-dire, on se dit, ouais, c'est un truc qui tue des vieux Chinois dans une région qu'on ne connaît pas, donc ça ne nous concerne pas. D'autres modèles mentaux hein, qu'on va avoir, c'est les épidémies, c'est un truc de pauvre. Moi, j'ai eu beaucoup ça hein, dans les groupes de travail. Je caricature hein, bien sûr, mais on a longtemps pensé que les épidémies, mais qui étaient quelque chose pour des pays pas assez développés. Hein. Donc là, gros choc pour nous. On s'est aperçu qu'il n'en était rien. Puis après l'Italie, on s'est dit oui, bon, les Italiens, ils gèrent pas très bien, mais nous, on saurait bien gérer ça, etc. Donc les raisons pour lesquelles on ne prête pas attention à des informations, elles sont dans notre cerveau qui essaye de se protéger en se disant mais non, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, on va revenir hein, sur certaines de vos questions. Est-ce que l'épisode 1 du Covid est considéré comme un modèle? Alors,
On a beaucoup appris, évidemment, les cases ont commencé à se construire. On sait par exemple que les médecins traitent beaucoup mieux les malades du Covid. C'est pour ça qu'on a moins de personnes en réanimation. Donc, je suis loin d'être un spécialiste, mais un petit exemple, c'est qu'ils intubent beaucoup moins, ce qui fait que c'est mieux géré, etc. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de création. Donc, la case Covid, elle se construit. On est beaucoup mieux équipé aujourd'hui qu'on l'était en février, mais vous avez bien vu que cette construction, elle est douloureuse, elle est longue, et il y a encore énormément d'incertitudes sur des choses aussi basiques que quelqu'un qui a été malade, combien de temps il garde l'immunité, bon, etc. Je pense que vous avez vu le truc. Très intéressant, Raphaëla, de voir la lenteur d'acceptation. Comment peut-on expliquer que certains aient su dès le départ et d'autres non? Dans l'incertitude, vous avez parfois autant de raisons d'ignorer quelque chose que de le voir. C'est-à-dire, vous savez, ces fameux signaux faibles dont on nous rebat les oreilles. Mais le problème, c'est quand vous êtes décideur, vous êtes inondé de milliards de signaux faibles. Alors, après le match, on est tous malins, mais au moment où il faut décider, donc, si vous êtes président de la République française et qu'on vous fait un briefing le 4 janvier sur un virus qui tue des personnes âgées à Wuhan, bon, oui, mais pour nous, vous voyez, c'est très. Vous allez faire face à quelque chose d'inédit, et donc votre modèle mental n'est pas. Si vous êtes président français, vous êtes câblé pour gérer les grèves de la SNCF, les gilets jaunes. Je parle de fin 2019, début 2020. Une épidémie très éloignée vous semble un truc un peu mineur en fait, et c'est très dur. Donc, je cherche pas à dire que ça a été super bien géré et que aucune erreur a été commise. C'est pas du tout l'objet. C'est juste pour montrer la difficulté de faire face à l'inédit et à l'incertitude par rapport aux modèles mentaux qu'on a quand c'est quelque chose d'assez radicalement nouveau. Donc, pour conclure cette partie-là, vous avez donc des modèles mentaux qui sont donc des croyances. Au niveau individuel, c'est ce que je crois sur le monde, le sens que je donne à ce que je vois. Vous avez ces modèles mentaux au niveau collectif, en général au niveau de votre organisation, de votre entreprise, mais ça peut être aussi de votre club de foot, de votre association, etc. Donc c'est le sens que collectivement, dans ce groupe, nous donnons à ce que nous voyons. Moi, je vais au Resto du Cœur parce que je crois que il faut aider ceux qui sont dans le besoin, etc. D'autres, ça les intéresse pas. Donc ça, c'est vraiment les croyances qui constituent des collectifs. Et c'est ça qui est très important, c'est que les collectifs, en fait, existent parce que les gens qui sont dedans partagent des croyances. C'est vraiment même, pour moi, la définition d'un collectif, d'une organisation au sens populaire. Et puis, vous avez des modèles mentaux au niveau sociétal qui sont ce que la société croit, le sens qu'elle donne à ce qu'elle voit. Alors, on voit à quel point aujourd'hui c'est chatouillé, c'est remis en question, la laïcité, le travail, etc. On va peut-être y revenir. Donc, les croyances, à certains moments dans une société, ne sont plus partagées. Et on a des césures entre des gens qui vont croire quelque chose et d'autres qui vont croire quelque chose peut-être de radicalement opposé. Encore une fois, ce qu'on voit avec la laïcité en ce moment est un exemple, et il y en a plein d'autres, de césures qu'il y a entre des croyances qui sont plus partagées. Voilà, donc moi j'avais prévu à ce stade une toute petite pause de questions, donc vous en avez déjà pas mal. Donc je regarde rapidement. Donc merci d'abord d'avoir déjà envoyé plein de questions. Colette, on cherche de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. Oui, bien sûr, ça c'est fondamental. C'est un modèle mental. Je crois qu'on a tendance à s'inquiéter pour rien bien souvent, ce qui n'est pas totalement faux. Mais qui parfois est justifié. Donc c'est là la difficulté. Moi, j'ai eu dans mon expérience personnelle des situations dans lesquelles je ne me suis pas inquiété et je l'ai regretté vivement après. Mais je peux pas en tirer une loi statistique parce que par ailleurs, il m'arrive de m'inquiéter pour des trucs qui ont strictement aucune importance. Donc là aussi, c'est difficile. Est-ce que cela explique qu'en période normale, on ait tant de mal à communiquer, ça c'est Fanny qui demande, sur l'innovation intégrée des nouveaux modèles dans les entreprises? Absolument, c'est le cœur. C'est-à-dire que la grande difficulté du modèle mental, c'est que innovateur, une innovatrice, en gros, vous allez venir voir dans votre entreprise et dire « Oh les gars, j'ai un truc super, une innovation qui remet en question les choses auxquelles on croit depuis toujours. » Imaginez que vous êtes celui qui a inventé l'appareil photo numérique chez Kodak.
Vous allez voir le PDG, il dit, chef, j'ai inventé un truc super. Grâce à mon invention, on va plus avoir besoin de vendre des films argentiques. Films argentiques qui représentent 99% des ventes de Kodak. Il y a peu de chances que le grand chef de Kodak soit super content de votre innovation. Alors, c'est la saison. Les Américains disent une dinde ne vote pas pour Thanksgiving ou pour Noël. Donc, évidemment, en tant qu'innovateur, en tant que responsable de la transformation, vous allez à l'encontre souvent des modèles mentaux de l'organisation. C'est d'autant plus délicat que l'organisation n'a pas forcément conscience. Tout l'enjeu qu'on vit en ce moment, que ce soit de l'innovation ou de la transformation, c'est précisément d'aller identifier, avec Béatrice, on emploie le terme d'exposer, exposer les modèles mentaux de l'organisation, ce à quoi on croit profondément, et non pas de les attaquer, mais de les faire évoluer gentiment. Donc c'est absolument, Fanny a raison, c'est absolument clé dans tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on va appeler innovation. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises se sont révélées? Ça, c'est la grande question, Adrien. En fait, les psychologues vous disent que une crise personnelle vous fait toucher votre identité profonde. Et non pas celle que vous avez construite pour le monde, votre image sociale en quelque sorte. Et donc, moi, je recommande souvent, face à une crise, vous savez, face à la crise, il y a des gens qui ont dit « Oh là là, il faut qu'on mette à jour nos scénarios ». Je leur ai dit non, essayez de comprendre qui vous êtes, essayez de voir comment vous avez ou vos collaborateurs ont réagi à cette situation. Et une fois que vous vous comprenez mieux, vous pouvez affronter l'incertitude en vous connaissant bien, parce que vous savez ce qui motive pas, etc. Donc, c'est très important et je crois que celles qui se sont révélées… Alors d'abord, une entreprise se révèle, ça c'est de fait. Et moi, j'ai vu des entreprises se figer face à la crise parce que leur identité profonde était plus autour du contrôle. Donc, elles se sont littéralement paralysées en demandant des contrôles, parce que le modèle mental était autour de quelque chose de l'ordre de la protection, alors que d'autres ont en fait redécouvert un modèle mental qui était plus autour de l'entrepreneuriat ou en tout cas le lien. Moi, j'ai des exemples comme ça d'entreprises qui ont redécouvert, qui existaient toujours, mais qui l'avaient un peu perdu de vue, le lien très profond et parfois très personnel qu'ils avaient avec leurs clients. Et ça, c'est ressorti très fortement pendant la crise et on a eu des épisodes absolument passionnants où l'entreprise s'est remise à vivre littéralement et vous le voyez avec la façon dont les gens vous racontaient ce qu'ils vivaient. Et évidemment, après, la question, c'est sur quoi on réatterrit, ce que je vais aborder dans quelques instants. Alors, l'Asie, très intéressant. L'Asie, en fait, ils ont été plus réactifs parce que c'est exactement ce que dit Charles. Ils avaient déjà vécu SARS et H1N1. Et donc, ils avaient une familiarité. C'était moins de l'incertitude pour eux. C'était de l'incertitude pour nous. C'était très nouveau pour nous. On s'était senti très peu concernés par SARS, un petit peu par H1N1, mais globalement, c'est un truc qui ne nous concernait pas beaucoup. Et donc, pouf, on se prend le Covid dans la tête. La Corée et Taïwan notamment, quand il y a eu SARS et H1N1, ils ont beaucoup appris et ils étaient plus prêts que nous. Ensuite, alors comment explique-t-on que les gouvernants de pays gérés par des femmes ont mieux géré la crise? Je ne sais pas. Je suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça, mais j'ai pas de réponse. Peut-on internationaliser un modèle mental de Manchar? Alors, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. On partage des modèles mentaux. Il y en a qui sont effectivement extrêmement interculturels, très profonds, et il y en a qui sont très spécifiquement nationaux, mais même c'est pas parce que vous êtes français que vous aimez le foie gras. Donc, on n'est pas dans des choses de nationalité, on est dans des individus. Et vous voyez les trois niveaux que j'ai identifiés font que vous pouvez avoir des modèles mentaux qui sont très personnels. Vous pouvez avoir beaucoup plus de points communs. Par exemple, moi, je sais que 2 étudiants de MBA dans une grande école de commerce ont souvent beaucoup plus de modèles mentaux en commun, même s'il y en a un qui est français et l'autre qui est gabonais, que vous pouvez avoir de modèles mentaux communs avec votre voisin qui est plombier. Donc, on n'est pas là dans des stéréotypes, on est dans des choses qui traduisent souvent, et c'est, je pense, plutôt bien la richesse humaine.
En tout cas, ce qu'il faut, c'est les expliciter et, et en avoir conscience. Pascal dit besoin de clarifier les connaissances. Alors, moi, je crois qu'il faut clarifier les modèles mentaux. Hein. Les connaissances, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est très important, ce que moi je recommande, c'est que vous soyez capable d'avoir conscience des modèles sur lesquels vous prenez vos décisions. Alors ça, c'est vraiment la clé totale. Donc, oui, les connaissances, mais surtout les modèles mentaux. Sur quelles croyances je base mes décisions? Et ça, si vous prenez cette habitude-là, qui est une espèce de discipline intellectuelle que les Grecs nous ont apprise il y a 2500 ans, hein, je ne dis rien de nouveau, vous devenez beaucoup plus capable de comprendre en fait ce qui se passe autour de nous et de gérer cette incertitude, cette évolution du monde. Sur quelles croyances je prends mes décisions, et surtout, moi j'encourage toujours les gens avec qui je travaille à se poser la question: qu'est-ce que je crois qui est devenu faux? Qu'est-ce que je crois qui est devenu obsolète? Que ce soit pour le management, la société, etc. L'angoisse que suscite la crise n'est-elle pas accentuée par l'effritement des modèles mentaux de notre société? Bien évidemment. Ce que l'on voit en ce moment, c'est une remise en question des modèles de notre société. Alors, je vais faire une petite transition parce que c'était un peu ma seconde partie. Hein. La crise actuelle, donc merci pour la transition, la crise actuelle, effectivement, remet en question beaucoup de modèles mentaux aux 3 niveaux. D'accord? Des choses que je croyais sur la société, ou que je croyais sur moi, ou que je croyais sur mon organisation, ou les organisations, semble-t-il, sont soit obsolètes, soit en question. Des choses que mon organisation croyait qui sont pas si vraies que ça, ou plus si vraies que ça, et évidemment au niveau sociétal, hein, etc. Donc ça, c'est vraiment l'impact, c'est la remise en question de modèles mentaux. Alors moi, je voulais vous donner un exemple qui est presque devenu bateau, hein, parce que le grand enjeu, je vous ai dit tout à l'heure, les entreprises ont contacté une espèce d'identité profonde pendant quelques semaines, exaltation ou au contraire des phases de paralysie, mais c'est le même symptôme. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on réatterrit, hein, quand on quitte la phase de crise aiguë? Donc, sur quoi on réatterrit? Et là, je crois qu'il y a deux possibilités. Soit la restauration, c'est-à-dire, ok, il y a eu une séance de cinéma, les lumières se rallument et on revient comme avant. Hein, phase de restauration comme on a essayé de le faire après la Révolution française en 1815. Et ça, c'est pas possible. Hein. Beaucoup d'organisations, d'entreprises essayent de faire comme si rien s'était passé. Ça, c'est pas possible. Et on le voit, vous avez peut-être vu, moi j'ai observé, sur le télétravail, là, on a des grandes négociations et c'est devenu quoi? C'est devenu je veux 2 jours, ah non, tu auras 3 jours, ah non, 2 jours et demi, 2 jours 75. Et donc, toute la question du télétravail se ramène à une négociation avec le bout de gras sur 2 jours, 3 jours, etc. L'autre extrême, c'est la révolution. On a entendu ça au début du confinement. C'était tout va changer, le monde d'après, les lendemains qui chantent, etc. Là, je crois qu'aujourd'hui, on sait que ça ne sera pas le cas. Et donc, on peut être ni en restauration, ni en révolution. On est à quelque chose qui est au milieu. Et alors, sur l'exemple du télétravail que moi j'aime bien, parce qu'il est très parlant, je pense, c'est le télétravail en soi n'est pas un sujet. Le sujet, c'est celui du travail. Donc, la question n'est pas combien de jours je vais pouvoir négocier pour rester chez moi. La question, c'est que fait-on du télétravail et plus généralement, que fait-on du travail? C'est-à-dire, comment peut-on repenser le travail à la lumière de ce qu'on a vécu? C'est-à-dire, on sait maintenant que beaucoup de cadres, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, que beaucoup de cadres peuvent en partie travailler de chez eux, qu'ils ont un équipement technique suffisant et que donc on a l'occasion de repenser le travail, dans lequel le télétravail sera une composante, mais on peut repenser le travail. Et pour ça, il faut mettre les modèles mentaux du travail sur la table. Alors, il y en a un qui est quand même assez classique, hein, c'est celui de la confiance. C'est la raison pour laquelle peu de gens font du télétravail, c'est parce qu'ils ont peur que leur chef les oublie, et les chefs ne veulent pas du télétravail parce que le modèle mental, c'est les gens qui font du télétravail, c'est des glandeurs. Tant qu'on ne met pas ces modèles mentaux sur la table, on va pas pouvoir repenser le travail. Donc, tout l'enjeu dans cet exemple-là, mais je crois que c'est vrai
dans tout ce qu'on vit en ce moment au niveau de ces ruptures, c'est de dire exposons les modèles mentaux qu'il y a derrière une question. Donc ici, je pense que le télétravail, je suis très loin d'être un spécialiste de cette question, mais on voit bien qu'autour du télétravail et donc du travail, c'est la question de la confiance notamment, mais il y en a d'autres. Il y a la question du bureau, par exemple. Un bureau, c'est quoi? C'est un lieu de pouvoir, un bureau, c'est un lieu de symbole, c'est un lieu de socialisation. Donc réinventer tout ça. Si on ne met pas sur la table les modèles mentaux, les croyances profondes, pas toujours avouables, et donc il faut un process pour ça, sur la table, eh ben, on continuera à discuter je dirais, du superficiel, on ne touchera pas le cœur du truc, et à ce moment-là, on perdra l'occasion de réinventer le travail. Je crois au contraire que l'organisation qui aura la capacité de vraiment explorer ces modèles mentaux sur le travail et de réinventer une forme de travail, au fond, le travail, c'est quoi? C'est comment pouvons-nous collectivement créer de la valeur? En gros, c'est ça, hein, mais au sens le plus large. Eh bien, les organisations qui seront capables de faire ça auront un avantage concurrentiel durable par rapport aux autres qui seront dans des schémas anciens avec des batailles sur 2 jours, 3 jours, je pose 2 et je retiens ça. Donc voilà un exemple de la façon dont les modèles mentaux peuvent jouer ici. Et donc, plus généralement, hein, pour terminer sur cette question, et puis après je vais revenir sur vos nombreuses questions, si j'y arrive, c'est donc refonder ce collectif. Et comme je viens de le voir pour le télétravail, mais c'est aussi vrai au niveau sociétal, on voit bien ce que l'un ou l'une d'entre vous disait tout à l'heure, hein, ce qu'on voit bien aujourd'hui au niveau sociétal, mais encore une fois, c'est vrai également au niveau des organisations, c'est que on a, en particulier avec le confinement, mais une certaine dislocation du collectif, parce que les croyances sont moins partagées. On a des îlots de croyances qui se parlent plus. Et je crois que le travail sur les modèles mentaux, il est important. Pourquoi? Parce que dans cette période, les modèles mentaux sont remis en question, donc on a un grand vide qui se crée. C'est-à-dire qu'on sait que ce à quoi on croyait jusque-là, bah, ça marche plus vraiment. Donc il y a un vide de modèles mentaux, et la question c'est comment on remplit ce vide, parce qu'on ne peut pas se passer de modèles mentaux. À partir de là, il y a 2 possibilités. Soit ce vide de modèles mentaux, il est rempli par un visionnaire, un Adolphe, un général ou un gourou qui va nous dire vous inquiétez pas, je vous apporte un paquet de modèles mentaux clés en main, signez là, et puis je vous offre le paradis. Ou alors, nous emparons, vous vous emparez de cette notion de modèle mental et nous reconstruisons, vous reconstruisez, vous remplissez ce vide avec des modèles mentaux que vous souhaitez. Et là, on parle de valeurs, de souhaits, etc. Donc, l'enjeu de ce monde d'après, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de monde d'après. Hein. Ça n'existe pas, le monde d'après. Ça n'a jamais existé. Le seul monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc, comment pouvons-nous être acteurs dans ce monde d'aujourd'hui, reconstruire ou modifier, etc. Et donc, l'idée que je défends, c'est que les modèles mentaux sont, à mon avis, le moyen pour aborder ça en allant au-delà des mots, des phraséologies, etc. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, on a encore un bon quart d'heure de questions. Hein. Donc, je vais parcourir la liste qui est extrêmement fournie. Alors, on avait Renaud qui disait que... Ah bah zut, ça défile trop vite. Attendez. Marie-Laure, une période d'incertitude comme ces confinements successifs peuvent-ils bouleverser le modèle mental d'une organisation? Ben absolument, hein, c'est vraiment ce qu'on voit en ce moment. Moi, j'ai fait ces travaux avec certaines organisations, c'est très simple, c'est quelles sont les croyances que l'épisode Covid a remises en question chez vous? Et là, ça donne des exercices stratégiques qui sont tout à fait passionnants parce que les gens vous disent, bah, notre modèle d'affaires, il était basé sur la croyance que les clients voulaient ça, puis on s'aperçoit qu'ils veulent autre chose. Donc, ça remet en question notre positionnement stratégique, notre stratégie au sens large, donc, bien sûr. Hein. Et donc, c'est pour ça que cette période est vraiment un appel à un examen de nos modèles mentaux. Qu'est-ce que l'on croit de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires, de nos collaborateurs, de nos managers? Qu'est-ce qu'on croit qui est devenu faux, partiellement ou complètement ou plus tout à fait vrai? Et à partir de là,
on peut commencer à faire des choses tout à fait passionnantes, hein, parce qu'évidemment, on dit, bon, bah, si ça, c'est plus vrai, qu'est-ce qui est vrai? Ah, bah là, peut-être, etc., etc. Encore une fois, ça concerne les clients, les fournisseurs, les partenaires, la façon dont on dirige, la façon dont on gère son équipe, la façon dont on collabore, etc., etc. Denis dit, notre société ne nous a-t-elle pas infantilisé ces dernières années? Alors là, pour le coup, s'il y a vraiment une période où on est infantilisé, c'est bien en ce moment, hein, parce qu'on attend tous le mardi soir pour savoir si on aura le droit de boire un verre ou pas. Et très gentiment, on nous a autorisé maintenant à faire 3 heures de sport contre 1. On est totalement infantilisé. En même temps, pour employer une expression pertinente en l'occurrence, je suis content de ne pas être président de la République et d'avoir à gérer une pandémie parce que c'est très complexe. Hein. Donc, on est là, évidemment, dans des situations très compliquées. On l'a vu avec les masques. Hein, le modèle mental des masques, c'était quoi? C'était si c'est important, ça doit être centralisé et géré par l'État. On a vu la limite de ça. Et que le jour où l'État a fini par dire, bon, bah, c'est pas vraiment notre métier d'acheter des masques, en fait, et c'est pas honteux de l'avouer, qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des gens en France qui étaient très, très, très doués pour acheter des trucs parce que c'est leur métier. C'est des acheteurs de supermarchés, en fait, de grande distribution. Et donc, quand on a dit, en fait, on va laisser faire les gars dont c'est le boulot pour acheter des masques, en une semaine, le problème des masques a été réglé. Donc là, vous voyez comment ces modèles mentaux peuvent être un blocage très fort en disant, non, si c'est important, il faut le centraliser au plus haut niveau. Là, le modèle mental, il s'est avéré contre-productif. Hein. Donc, gros effort, et vous avez vu à quel point ça a été difficile. Hein. Et puis après, on lâche et on a un nouveau modèle mental qui est de dire, bah non, en fait, ce truc-là, acheter des masques, il y a des gens qui le font, et puis ça se passe très bien. Donc oui, là encore, hein, ces situations-là peuvent aussi faire évoluer des modèles mentaux. Hein. Donc, infantilisation, ça c'est sûr. Alors, en cas de cohabitation de modèles mentaux antagonistes au sein d'une équipe, bah là, on est dans le conflit. Hein. C'est-à-dire qu'une équipe existe parce qu'on partage des modèles mentaux. Il ne peut pas y avoir de collectif sans un partage de modèles mentaux. Mais évidemment, il y a aussi des modèles mentaux individuels que je ne partage pas forcément avec les autres. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une organisation, bien évidemment que je ne partage pas les mêmes croyances que tous mes collègues. Ça serait infernal ici, ça serait d'un ennui total. Mais par contre, si je ne partageais aucun modèle mental avec mes collègues, par exemple sur l'enseignement, sur le rôle d'une école de commerce, sur ce que c'est que la qualité d'un enseignement, comment on travaille avec des étudiants, etc. Bah, si on partageait rien de tout ça, on ne formerait pas un collectif. On serait juste une addition d'individus. D'accord ? Donc le collectif existe et crée de la valeur par rapport à une addition d'individus, c'est-à-dire le tout est supérieur à la somme des parties, précisément parce qu'il y a des choses en commun. Et ces choses en commun sont des modèles mentaux qui vont faire qu'on va créer de la valeur, encore une fois, dans le sens le plus large du terme. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir un collectif. D'autres questions il y en a beaucoup, hein. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas toutes les traiter. Voilà. Philippe, alors Charles demande, voulez-vous dire que les vieilles routines mises en place dans les entreprises ont disparu? Non. Non. Certaines se sont révélées extrêmement cruciales. D'autres se sont révélées obsolètes. Donc, les routines, elles sont fondamentales. Hein. S'il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'efficacité. Je parlais du café tout à l'heure. Hein. Si chaque fois que vous voulez aller boire un café, il fallait repenser la notion de boire un café avec des séances de design, la vie serait un enfer. Hein. Donc, notre vie, c'est, je sais pas, 70 ou 80% de routine, heureusement, voire 90, et puis quelques petits deltas qui, là, correspondent à des nouvelles cases, plus ou moins nouvelles, etc. etc. Donc, il y a attention à l'opposition entre vieille routine et nouveau. Enfin, le vieux est très utile parfois. Hein. C'est plus une question d'utilité. Et donc, ce qu'on a observé durant cette période, c'est que les modèles mentaux originaux de l'entreprise quand ils ont pu se révéler à l'occasion de cette crise, se sont révélés extrêmement utiles. D'autres néfastes. Donc, on n'est pas dans le vieux c'est pas bien, le nouveau c'est bien. Il y a le truc modèle mental de l'innovateur. Hein. L'innovateur, il dit tout ce qui est ancien c'est pas bien, tout ce qui est nouveau c'est bien, tout ce qui est jeune c'est bien, tout ce qui est vieux c'est pas bien. C'est pas du tout ça. Il y a des croyances qui sont utiles
à un certain moment, et puis après, elles deviennent obsolètes. Et il y a des croyances qui sont moins utiles, voire contre-productives. Et tout l'enjeu, bah, c'est de mettre à jour son portefeuille de croyances, comme on met à jour son frigo, ou quand il y a un yaourt qui est trop vieux, bah, on ne peut plus le manger. Bah, les croyances, c'est pareil. C'est comme un yaourt, il y a une date de péremption, et il faut en avoir conscience. Adrien dit, le modèle mental est de plus en plus façonné par les croyances portées par les réseaux sociaux amplifiées. Alors oui, bien sûr, les réseaux sociaux, alors vaste sujet, hein, c'est comme tout, hein, c'est du bon. Moi, je suis un grand fan des réseaux sociaux. Grâce à ça, j'apprends des choses que je ne cherchais même pas. Mais évidemment, il y a le réseau social, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il pense, avec les limites. Mais là encore, c'est d'avoir conscience des choses que vous croyez. On doit croire quelque chose. Si vous n'avez pas de croyance, vous ne pouvez pas fonctionner. Hein, sans modèle mental, vous ne pouvez pas fonctionner. Il faut juste avoir conscience de ces croyances individuelles, des croyances collectives de votre groupe, de votre organisation, de votre entreprise, et des croyances sociétales, ce que la société va considérer comme bien ou pas bien. Aujourd'hui, quand vous lancez un produit innovant, ignorer les croyances sociétales, c'est quand même très dangereux. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est juste de dire que si vous les ignorez, ça peut mal se passer. Lucille demande comment accompagner les gens et les salariés dans ces changements. Bah, c'est un enjeu très important. Apprendre aux gens à exposer leurs modèles mentaux, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que ce sont des croyances que l'on croit universelles. Et donc, on ne sait même pas que c'est des croyances, en fait. Alors, vous le voyez hein, au quotidien quand vous entendez « Ah bah c'est évident ». Hein, quand vous avez quelqu'un qui vous sentez une petite montée de tension et d'énergie, et pour vous dire que quelque chose est évident, c'est bien évidemment que ça ne l'est pas. Hein, sinon, il ne s'énerverait pas. Et donc, c'est évident, ça c'est un modèle mental que vous avez chatouillé. D'accord ? Et donc, un modèle mental que vous chatouillez, il se défend. Et c'est normal. Donc, un petit truc, hein, Lucille, que vous pouvez utiliser, moi j'utilise beaucoup, c'est la surprise. Hein. Donc, le matin, alors quand le confinement sera terminé, vous êtes en voiture ou dans le bus ou dans le métro pour aller au travail, bah, vous prenez 2 minutes pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui m'a étonné hier ? Alors, ça peut être la déclaration d'un collaborateur, une décision d'un manager, quelque chose que vous avez lu dans le journal. Qu'est-ce qui vous a étonné ? Parce que si ça vous étonne, bah, c'est que votre modèle mental vous a mal servi, en fait. Hein. Ah, bah ça alors, jamais j'aurais pensé que Dupont dirait ça. Jamais j'aurais pensé que Martin déciderait ceci, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui vous étonne ? Donc, retrouvez une capacité d'étonnement, retrouvez une capacité un peu d'introspection, de petits pas de côté, en disant, bah, tiens, c'est marrant qu'ils disent ça, quel sens je donne à ce que je vois ? C'est tout bête, hein. Moi, un jour, on m'a dit, Philippe, t'es pas motivé. On peut rien répondre à ça. Hein. Est-ce que si cette personne avait été plus prudente et avait dit, Philippe, j'ai l'impression que tu n'es pas motivé, là, il y avait un dialogue possible parce que j'aurais pu dire, ah, et qu'est-ce qui te donne l'impression que je ne suis pas motivé ? Et là, il m'aurait répondu, bah, en fait, ça fait 1 heure qu'on est en réunion et t'as pas dit un mot. Ah, bah, moi, j'ai pas dit un mot parce qu'en fait, j'écoute avec beaucoup d'attention, puis je suis plutôt introverti, donc je parle très peu. Donc, toi, ton modèle mental, c'est quelqu'un qui parle pas n'est pas motivé. Mais en fait, quelqu'un qui parle pas peut être très motivé, mais c'est juste que il n'a pas envie de parler, etc., etc., etc. Voilà, c'est un exemple très simple, tout bête, mais qui peut après s'utiliser à tout plein de niveaux. Et la question, c'est quel est le sens que je donne à ce que j'observe ? Rappelez-vous les oiseaux, hein, en faisant très attention que mon cerveau va vouloir donner un sens. En général, le sens qu'on donne, c'est un abruti ou il m'en veut, il a rien compris, etc., etc. Alors ça, vous pouvez le garder, mais imposez-vous toujours, par exemple, de générer un second sens en disant, bon, sens possible, c'est un abruti, mais il y a peut-être une autre explication. Et à ce moment-là, vous ouvrez des explications et vous pouvez être plus, comment dirais-je, ouvrir plus de possibilités. Voilà. Les croyances sont l'équivalent des valeurs. Oui, absolument. Les croyances sont liées aux valeurs. Hein. C'est-à-dire que si je crois que A est plus important que B, ben, ça va évidemment influencer mes décisions. Donc, on le voit beaucoup dans l'innovation, dans la transformation, dans la prise de décision au sens large. Hein. Ce qui explique beaucoup des décisions, et on parlait d'innovation tout à l'heure, hein, c'est ce que je crois être bon pour l'organisation,
qu'on appelle parfois résistance au changement, mais c'est une erreur profonde. La plupart des résistances au changement que j'identifie sont en fait des réactions sincères de collaborateurs qui essayent de protéger l'organisation contre ce qu'ils voient comme un changement potentiellement dangereux. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans la croyance, et si on va attaquer cette croyance, la croyance, elle va se défendre. Au lieu de ça, si on dit, bon, je comprends que tu fasses ça parce que tu as un souci de protection, et c'est OK, et c'est bien, et c'est important, et bravo, mais sache que quand tu fais ça, tu empêches aussi l'innovation. Comment peut-on faire pour qu'on puisse avancer en innovation tout en continuant à protéger l'organisation, ce qui pour toi est important, et encore une fois, bravo. Vous voyez, on n'est plus dans de l'attaque frontale de modèles mentaux, on est dans l'exposition des modèles, et à ce moment-là, on peut commencer à danser un peu avec eux. Marie-Laure demande si des coopératives ont un modèle collectif qui facilite le partage des modèles mentaux. Peut-être. J'avoue que je suis moins expert de ces structures-là. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment de réponse. J'aurais tendance à penser que oui, effectivement. Ce qui compte vraiment, surtout en ce moment, c'est d'être capable de partager explicitement ces modèles mentaux. Et ça donne des exercices qui ont plein de vertus, encore une fois, hein, c'est passionnant, mais surtout, ça recrée de l'énergie et ça refonde un collectif. Moi, c'est vraiment ce qui me semble important aujourd'hui. Le collectif a été disloqué par les deux confinements, par la crise très violente qu'on a vécue et qu'on va continuer de vivre. Et donc, la stratégie, l'organisation, c'est un collectif. Il faut recréer ce collectif, et cet exercice de mettre au jour nos croyances pour s'apercevoir en fait qu'elles ne sont pas celles qu'on pensait, que l'exercice stratégique a été mené sur une base qui n'est pas vraiment celle qui fait vibrer l'organisation, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un exercice qui me semble à la fois fondamental, passionnant, et surtout recréant ce fameux collectif. Voilà. Reste encore un tout petit peu de temps. Voyons voir d'autres questions. Comment rassurer, nous demande Mathilde, permettre aux entreprises, aux personnes bloquées. Là encore, c'est pas, le modèle mental n'est pas une solution universelle, mais c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui bloque. Et il y a plein de choses qui bloquent. Ce qui bloque, c'est très différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est d'aller, encore une fois, faire un travail d'exposition que les psychologues connaissent bien. Il s'agit en fait de faire un peu ce qu'on fait en coaching, de le faire au niveau de l'organisation et de l'équipe, pour mettre sur la table des choses qui sont bloquantes, que les gens ont des réticences à avouer parce qu'ils se sentent coupables. Donc, déculpabiliser, ça c'est fondamental. Sinon, les modèles mentaux ne vont pas ressortir. Et à partir de là, dire, ah bah oui, parce que toi, tu penses que si on fait ça, ça va mettre en danger l'organisation. En fait, peut-être que si on le fait comme ça, tu seras moins inquiet, etc., etc. Donc c'est alors, Justine demande des exemples de types d'identité profonde. Alors moi, j'ai des exemples. C'est pas forcément formalisable. J'ai travaillé récemment avec un acteur de la grande distribution. Et cet acteur avait beaucoup de réticence à s'appeler. Vous savez qu'en France, la grande distribution ne s'appelle pas le grand commerce. Parce que commerce en France, c'est sale. D'ailleurs, on ne s'appelle plus école de commerce. Vous avez peut-être noté, on s'appelle école de management. Le management, c'est noble. Le commerce, c'est sale. Énorme modèle mental sociétal, hein, évidemment. Et donc, ce grand distributeur, on va l'appeler comme ça, avait beaucoup de réticence à s'appeler commerçant. Or, si vous regardez l'identité profonde de commerçant, c'est quoi? Donc, c'est très compliqué en France. Hein. Le commerçant, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Donc ça, c'est plutôt mal vu en France, sauf quand c'est votre argent. C'est plutôt mal vu en France. Mais le commerçant, c'est aussi quelqu'un qui est très proche. Il y a cette notion de proximité. On parle maintenant de commerce de proximité, ce qui est presque une tautologie. Hein, et donc, vous avez ces deux identités, cette tension, en fait, dans le métier de commerçant. Celui qui gagne de l'argent, donc ouais, on lui en veut un peu parce qu'il est près de ses sous, hein, gros modèle mental. Mais c'est en même temps aussi le gars, alors souvent c'est un couple, le boucher, l'épicier, quelqu'un qui vous connaît, bonjour madame machin, bonjour monsieur truc, etc., etc. Donc cette notion de proximité, et puis surtout
le commerce, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de vie, etc., etc. Donc voilà un exemple d'identité profonde que vous pouvez avoir qui se retrouve beaucoup dans un supermarché. Une fois que les gens acceptent un peu de se livrer, c'est ça qui les fait vibrer, cette notion de commerçant, avec cette tension entre, ouais, je fais attention aux centimes que je gagne, mais je sais aussi que je nourris les gens, qu'on on a empêché les Français de mourir de faim pendant la crise, etc., etc. Donc une espèce de dimension sociale très importante. Voilà un exemple. Je vois qu'il est 14 heures et donc je vais être obligé de mettre fin à cette session. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à, je sais pas, il y a beaucoup de questions. Je voulais donc d'abord vous remercier de votre participation, vous remercier ensuite évidemment de vos très nombreuses fois, désolé de ne pas avoir pu y répondre à toutes, n'avoir pu répondre qu'à une partie d'entre elles. Donc merci encore et puis eh bien on peut poursuivre ce type d'échange sur les réseaux sociaux où je suis assez présent et donc ça sera un vrai plaisir de continuer l'échange avec certains ou certaines d'entre vous. Et encore merci et puis amusez-vous bien avec les modèles mentaux, emparez-vous de cet outil. C'est assez simple, c'est assez puissant et ça fait des choses vraiment très intéressantes. Merci beaucoup à vous. Au revoir.